SBL et Artora vous proposent 3 minutes d'évasion et vous emmènent là où dialogue l'art et le droit. Je suis Félix Bertrand et je vous parle aujourd'hui de l'affaire ayant opposé le peintre Georges Rouault aux héritiers du marchand d'art Ambroise Vollard. Lors de la vente d'une œuvre inachevée, à qui attribuer la possession de l'œuvre ? L'acheteur ou l'artiste ? C'est à cette question épineuse que s'est confrontée la justice française lorsqu'elle a dû diriger ce procès. Né au milieu des bombardements de la Commune en 1871 à Paris, Georges Rouault est un artiste peintre et graveur qui exerce son activité de la fin du 19e à la première moitié du 20e siècle. Ancien élève des beaux-arts et du symboliste Gustave Moreau, il se détache très vite de ses maîtres pour développer son propre style, inclassable et imprégné de thématiques religieuses et chrétiennes. Grand solitaire, Georges Rouault partage sa vie entre sa famille, ses amis et son atelier. Il participe à très peu d'expositions et rejoint de façon temporaire des groupes d'artistes comme celui des penseurs catholiques de l'abbaye de Ligugé, au rang desquels figurent notamment Léon Bloy et Joris Karl Huysmans au début du XXe siècle. De nature réservée, Georges Rouault fait pourtant parler de lui lors du procès fracassant qui l'oppose aux héritiers d'Ambroise Vollard entre 1939 et 1947. Après avoir dépassé l'âge de 60 ans, Rouault commence à acquérir une reconnaissance internationale. C'est à cette époque que le marchand Ambroise Vollard, révélateur de Cézanne, Gauguin, Van Gogh ou encore Matisse, lui commande 2 toiles, Le Cercle de l'Étoile filante et Passion. Déjà, Vollard reproche à Rouault son manque de ponctualité dans la livraison des commandes, ce qui déplaît fortement au peintre qui place sa liberté de créer avant tout. Dans sa correspondance, il confie à son ami le poète André Suárez « Enfin, il aura des peintures, mais dès qu'il les tiendra, il en demandera d'autres sans se soucier de la charge des ouvrages en cours, qui, alors, iront de plus en plus au ralenti. » Ce retard est en fait symptomatique de l'attitude de Rouault envers Vollard, depuis que les deux sont liés par un contrat oral déjà vieux de 20 ans. En effet, en 1916, Vollard acquiert pour la somme de 49 000 francs 770 toiles du peintre qui s'engage à achever cette commande dans un temps non déterminé. L'atelier de Rouault est même installé dans un hôtel que Vollard possède dans la rue de Martignac. Alors que les avances de Vollard se multiplient, allant jusqu'à un peu plus d'1 million de francs, Rouault tarde encore à livrer ses toiles en temps et en heure. En 1939, le marchand oblige le peintre à signer un accord mentionnant son retard. Il possède alors 563 œuvres peintes de Rouault, achevées et signées, et 819 autres œuvres non livrées et non signées. Peut-être Vollard a-t-il pressenti la nécessité de régler urgemment ses comptes avec le peintre sous forme de contrat écrit, puisque quelques mois après, la même année, il meurt brutalement dans un accident de voiture. Sa mort affecte profondément Georges Rouault, qui reste avant tout son ami malgré leur relation chaotique. Dès l'annonce de son décès, la famille d'Ambroise Vollard met sous scellé les œuvres de l'atelier du peintre, lui interdisant toute forme d'accès à ses propres réalisations. Après avoir essayé de négocier en vain, c'est impuissant que Rouault assiste à la mise en vente publique d'une de ses toiles. Scandalisé, il attaque les héritiers du marchand en justice et demande l'entière restitution des œuvres qu'il a laissées inachevées. C'est le début d'une longue série judiciaire, un procès épuisant qui s'étale de 1940 à 1947. Rouault et son avocat réclament la restitution de l'atelier ou une indemnité de 200 000 francs pour chaque œuvre, arguant qu'en raison de son âge et de la transformation de sa technique, il se trouve désormais dans l'impossibilité de poursuivre l'achèvement des toiles commencées il y a de longues années. Toutefois, le peintre se dit prêt à livrer les toiles pour lesquelles, en vertu du droit qui est propre à l'artiste, il jugera avoir atteint un point de maturité suffisant, car dans cette interprétation souveraine, aucune tierce personne ne saurait être substituée à l'artiste. L'interrogation latente concerne donc bien la souveraineté de l'artiste dans son œuvre. À partir de quand peut-on juger qu'une œuvre est achevée et donc livrable ? L'artiste est-il le seul maître de son travail à partir du moment où il est lié à un tiers par un contrat ? Le 10 juillet 1946, le tribunal civil de la Seine finit par condamner les héritiers du marchand d'art à restituer la totalité des œuvres inachevées, sous peine d'une indemnité de 100 000 francs pour chaque toile. En mars 1947, la Cour d'appel de Paris confirme cette décision, accordant au peintre l'entière propriété de son œuvre, tant qu'il ne l'a pas détachée de lui par une livraison librement effectuée. Contrairement au cas du contrat de droit commun où le transfert de propriété intervient dès que l'objet de la commande est en état d'être livré, il en est tout autre dans le cadre d'un contrat de commande d'une œuvre de l'esprit, où la propriété de l'œuvre est transférée de l'auteur à l'acheteur qu'une fois que l'auteur la juge achevée et prête à être divulguée. Ces œuvres inachevées étaient demeurées la propriété du peintre, car celui-ci n'avait pu valablement renoncer à sa faculté incessible, attribut de son droit moral,
de parfaire son œuvre, la modifier, la détruire ou même la garder inachevée s'il désespère de la rendre digne de lui. Après sa victoire, Georges Rouault brûle plus d'une centaine de ses œuvres nouvellement restituées, comme pour affirmer encore plus fortement la liberté souveraine de l'artiste sur son œuvre.